Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Al-Fayda, c'est la référence. Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 10 janvier 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations sur Al-Fayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Journée nationale de l'éducation des filles célébrée hier au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Le ministre de l'Éducation nationale déclare qu'il n'existe pas d'outil plus puissant que l'éducation, en particulier celle des filles, pour transformer en profondeur une société et bâtir un avenir équitable. Régulation des motos Jakarta à Kaolack. Le consultant et formateur de la sécurité routière Amadou Diouf oriente les acteurs à aller vers l'information pour disposer de tous les aspects. Situation de la campagne agricole. L'ingénieur agricole Mamadou Khadinias dit Sega. Il faut mobiliser les efforts conjoints des acteurs afin de transformer le paysage agricole et pour augmenter pour une agriculture durable et résiliente. Sur l'international, au Tchad, suite à l'attaque survenue contre la présidence de la République, le président Mahamat Idriss Déby a réagi présentant ses condoléances aux familles des victimes. Et puis sport, beach soccer, une deuxième victoire des Lions de la plage face aux Émirats Arabes Unis. 2 matchs qui ont permis aux Lions de Galasila de peaufiner davantage leur stratégie pour les grandes joutes de Seychelles 2025. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour. Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. La journée nationale de l'éducation des filles célébrée ce jeudi au CICAD sous le thème pour une éducation inclusive de qualité. Les filles s'engagent et engagent la communauté. Écoutons les propos de Marie Sibi Faye du cadre de formation et de coordination des interventions pour l'éducation. Avec nos filles cette journée qui est la leur. Nous allons procéder à la présentation des campagnes qui seront lancées, mais aussi du fonds UNICEF pour la promotion de l'éducation des filles. Nous vous remercions, comme je l'ai dit tantôt, et allons commencer par la campagne Africa Educates, qui est une campagne de l'Union africaine qui a pris naissance après la période de la Covid, quand la communauté s'est rendue compte que cette période a été pour les filles un moment fatidique car ayant impacté négativement le cursus scolaire de beaucoup d'entre elles. Et le Sénégal, à l'instar des autres pays, s'est engagé aussi pour que nos filles soient à l'école et y restent. Nous parlons aussi de la campagne priorité à l'égalité. Dans le secteur de l'éducation, nous prônons l'égalité. Filles, garçons, hommes, femmes, y compris les filles handicapées. Les garçons, les hommes, je l'ai dit tantôt, les femmes, en tout cas, sont nos cibles dans le secteur de l'éducation pour ce qui concerne la prise en charge de la dimension genre. Africa Educator est une initiative de l'Union africaine à travers son Centre international pour l'éducation des filles et la formation des femmes. C'est une institution spécialisée créée en 2004. Elle a pour vocation de promouvoir l'éducation des filles et des femmes à travers le continent africain. Elle vise à lutter contre les inégalités de genre dans l'accès à l'éducation, contribue à favoriser l'autonomisation des femmes par l'éducation. Elle propose aussi des initiatives pour relever les défis auxquels sont confrontées les filles et les femmes en matière d'apprentissage. Les missions du CFA, ce sont des actions qui tournent principalement autour des éléments suivants. Le plaidoyer et la sensibilisation dans la mobilisation des gouvernements et partenaires internationaux. Le Sénégal y est. Renforcement de capacité des acteurs du système éducatif en matière de genre. Le suivi et l'évaluation des politiques et programmes relatifs à l'éducation des filles et un appui technique et financier des gouvernements dans la mise en œuvre des projets éducatifs ciblés pour les filles et les femmes. La campagne Africa Educator, pour en revenir à cela, s'est inscrite dans le cadre donc des actions de l'Union africaine CFA.
À l'instant, les propos de Marie Sibi Faye du cadre de coordination des interventions pour l'éducation lors de la journée nationale de l'éducation des filles. Seul le silence est grand, le reste est faiblesse. Le professeur Laman Mbaye, dans son discours, a rappelé la charte de Kouroukan-Fogan de 1236 qui est au cœur des problématiques de la société. Véritablement d'une grande équation qui justifie ce jour où, malgré l'immense progrès qui a été réalisé dans l'éducation des filles, le chantier encore reste grand. Autant de raisons qui militent en faveur du silence. C'est vous dire que si je m'écoutais, je me tairais, donc je ne parlerai pas. D'autant plus que la littérature est une méditation sur les pouvoirs du verbe, mais elle débouche paradoxalement sur l'éloge du silence. Rappelez-vous simplement les derniers mots de Vigny dans son fameux poème La mort du loup. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Mais il faut parler parce que nous voulons aller véritablement à une éducation inclusive de qualité. Il faut parler parce que tout simplement la présence de la première dame, en raison de la représentation de la femme sénégalaise, qui depuis la charte du Kouroukan-Fogan de 1236 est au cœur des problématiques de la société. Je vais m'expliquer. Dans les 44 articles édictés par la charte du Kouroukan-Fogan, il y a un article fondamental qui fait honneur à la femme africaine et à la femme sénégalaise. C'est l'article 16 qui dit que nos femmes doivent participer désormais à toutes nos formes de gouvernement. Nous sommes au XIIIe siècle. Mais ramener également à la société sénégalaise, il y a nos épopées. L'épopée est un discours historique. C'est un discours idéologique de référence qui fonde la légitimité des transformations institutionnelles et dynastiques. Dans l'épopée du Sénégal, vous avez les femmes de Nder, le 7 mars 1820, avec Fatim Yamar Khoureyaï, mère de Ndiembet et de Ndaté. Elles ont fait les plus belles pages de ce pays, on doit y penser. Pourquoi ne pas penser à la reine de Cabrousse, cette grande ville qui de Monsor, de Kadiakaï, de Nialou a écrit également les plus belles pages. Elle dort aujourd'hui depuis 1944, n'est-ce pas, tout simplement à Tombouctou. Mais pourquoi ne pas parler également à Fatoumata Astakan, qui a été la première rectrice de l'université Khali Amar Fall de Pire, qui date de 1611. À l'instant, l'éminent professeur Laman Mbaye, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Babagirassi, revient sur le choix du thème de cette année, amplifier des voix des jeunes filles et de les offrir un espace pour exprimer leurs rêves et leurs aspirations. Ne pas perdre de vue celle pour qui nous nous mobilisons. Toutes et tous, j'ai choisi pour thème de cette édition, pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté. Ce choix souligne l'importance cruciale d'amplifier les voix des jeunes filles et de leur offrir un espace pour exprimer leurs rêves et leurs aspirations. En les écoutant attentivement, nous les encourageons non seulement à s'exprimer, mais aussi à devenir des actrices du changement à l'échelle de leur communauté et au-delà. Car je suis convaincu qu'il n'existe pas d'outil plus puissant que l'éducation, en particulier celle des filles, pour transformer en profondeur nos sociétés et bâtir un avenir plus juste et plus équitable. Promouvoir l'engagement des filles est crucial pour favoriser des changements positifs et durables. En s'impliquant activement dans leur environnement, les filles deviennent des catalyseurs de transformation sociale. Leur participation, souvent innovante, est fondée sur des perspectives uniques et sur les enjeux socio-économiques. Elles jouent un rôle clé dans la promotion de l'égalité des genres et dans la lutte contre les discriminations. Les filles engagées dans des activités communautaires ou entrepreneuriales inspirent leur entourage à s'investir dans des causes communes pour renforcer leur communauté. L'éducation des filles est donc un puissant accélérateur de croissance, un puissant promoteur de justice sociale et d'égalité, et tous les obstacles à leur inscription, à leur progression, à leur réussite scolaire doivent absolument être levés. Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté. Le ministre de l'Éducation a saisi cette occasion pour annoncer le lancement officiel d'une plateforme de souscription pour les volontaires destinés à soutenir les efforts en faveur de l'éducation des filles. Être levé. Chères ambassadrices de l'éducation des filles, je m'adresse à présent à vous. Je tiens à vous féliciter
sincèrement pour votre sélection par la commission scientifique, composée de hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. Votre désignation en tant que modèle et partenaire potentiel pour cette thématique est un véritable honneur. Je saisis cette occasion pour vous annoncer officiellement le lancement imminent d'une plateforme de souscription volontaire destinée à soutenir les efforts en faveur de l'éducation des filles. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté de promouvoir un financement souverain de notre système éducatif et de construire une société toujours plus éduquée. La plateforme, j'espère qu'elle accueillera bientôt d'autres ambassadrices ici présentes dans la salle et qui m'entendent. Chères filles, lors de votre panel du 20 décembre 2024, nous avons écouté vos communications qui sont de haute facture et qui nous ont interpellés tous. Je vous félicite vivement pour cette déclinaison du thème que vous avez faite. Déclinaison d'autant plus pertinente dans un contexte national marqué par des priorités énormes qui exigent tous les efforts pour un accès à l'éducation pour tous. Vos recommandations pertinentes sont relatives, entre autres, à l'engagement pour un changement de paradigme, l'adaptation des infrastructures scolaires aux besoins des élèves, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la création d'environnements sûrs et inclusifs, sans violence ni discrimination, la mise en place de politiques claires et allocation de ressources suffisantes à l'éducation, l'engagement des organisations de la société civile à s'investir pleinement pour la cause de l'école. Ces recommandations figurent en bonne place dans la politique du secteur de l'éducation déclinée dans le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité, de la transparence de l'éducation et de la formation, qui a pour mission, entre autres, de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes. La problématique de la scolarisation des filles, surtout celles vivant avec un handicap, et leur maintien à l'école est au cœur de la mise en œuvre de ce programme. Dans la perspective d'une nouvelle politique éducative, en adéquation avec le nouveau référentiel, Agenda national de transformation Sénégal 2050, le ministère de l'Éducation nationale a décliné sa nouvelle vision qui consiste à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Ibrahima Hassan Cissé, studio Ali Momara Alelo. Les infos se poursuivent également sur le www.radioalfayda.net. Je vous le disais en titre, les conducteurs de moto Jakarta ont parcouru avant-hier les rues de Kaolack pour montrer leur colère suite à la nouvelle décision de l'autorité les concernant. Le consultant et formateur de la sécurité routière, Papa Madou Diouf, sur l'accès des documents des motos, vélos, taxis. Alors, pour avoir les documents de la moto, il faut présenter les dossiers comme le CMC, la déclaration à douane, l'acte de vente qui sera légalisé, mais les deux photocopies carte d'identité. Le gars qui vous a vendu la moto, le carte d'identité là serait légalisé et la vôtre. Donc ce sont les papiers à présenter pour avoir le plaque et la carte grise. Alors ce qu'on attend du conducteur, on attend de lui pour qu'il ait un permis de conduire qui lui permet de déplacer le type de moto. Par ailleurs, on peut voir des gens qui peuvent avoir des permis de poids léger ou de poids lourd. Dans ce cas, ce type de permis vous permet de déplacer les motos dont la puissance ne dépasse pas les 125 cm3 de cylindre. Donc si vous conduisez des motos dont la puissance dépasse les 125 cm3 de cylindre, vous allez au niveau des autres écoles inscrire pour faire passer le permis A qui va vous permettre de déplacer les autres motos dont le poids dépasse les 125 cm3 de cylindre. Pour renforcer la politique de la sécurité routière, le Premier ministre Ousmane Sonko avait pris 3 mesures de conservatoire à la date du 13 décembre 2024. Je cite premièrement le renforcement du contrôle routier, deuxièmement le renforcement de la sécurité des deux roues et la protection des usagers. Troisièmement, la libération des entreprises et la préservation des infrastructures routières. Alors, pour être conforme à ces normes-là, il faut que chaque moto ait une plaque d'immatriculation, mais aussi une carte grise. A donné 3 mois de subside. 3 mois de subside dont l'immatriculation serait gratuite à partir de la semaine du 6 janvier 2025. Et il demande à tous les détenteurs de deux roues à profiter de cette période de subside, à procéder à l'immatriculation gratuite de leur véhicule et ainsi de contribuer à une meilleure sécurité routière. Alors, passé à ce délai de dérogation, je demande des 3 mois qui a commencé le 6 janvier passé. Alors, tous les motos non immatriculées seraient immédiatement mises en fourrière. Pape Amadou Diouf, consultant formateur
Ces mesures visent à renforcer la sécurité publique par l'identification des motobicyclettes. Réécoutons le consultant formateur, toujours au micro de Cheikh Ahmed Tidjane. Étant enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, je vois que ces mesures visent à renforcer la sécurité publique par l'identification des motos et à contrôler l'usage de ces véhicules afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Donc, ce qui veut dire que c'est une partie de la sécurité routière et nous savons très bien que la sécurité routière parle à tout un chacun qui est prêt à utiliser la voie publique. Donc, l'État aussi est celui qui est chargé à gérer ce droit régalien. Donc, c'est à lui de gérer la sécurité de tout un chacun. Donc, ce que je demande à tout un chacun, après d'avoir géré tous les papiers du véhicule, je veux dire les motos, les voitures, ainsi de suite, mais les papiers des conducteurs, les permis de conduire, je veux dire. Alors, il faut être des conducteurs et non des chauffeurs ni des déplaceurs. Parce que, étant enseignant de la conduite automobile, je peux dire par là qu'il y a 3 individus que je connais sur la route. Des gens qui a tous les papiers pour les véhicules et qui a tous les papiers pour lui-même, mais il n'a pas un très bon comportement sur la route pour sauver des vies, pour éviter aussi les accidents de la circulation. Je pense bien que c'est ça qui est beaucoup plus important et je pense bien que des contrôles routiers sont là pour ça, donc pour veiller sur la pratique des conducteurs sur la route. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Situation de la campagne agricole. L'ingénieur agricole Mamadou Khady Niass Disega, il a constaté que le fiasco est le terme qui qualifie les résultats obtenus. Il demande à l'État du Sénégal de réaliser des fermes agricoles intégrées pour assurer la souveraineté alimentaire. Dans la région de Kaolack, qui est en fait le cœur du bassin arachidier, on peut dire aujourd'hui que la production agricole, en tout cas d'une manière générale, n'est pas satisfaisante. Et au niveau de l'arachide, peut-être, les rendements ont été catastrophiques, aussi bien du point de vue graine que du point de vue fan. Et l'arachide régule la vie économique au niveau du bassin arachidier du Sénégal depuis plus de 100 ans. Et par conséquent, donc, ce qui veut dire qu'il y aura certainement des problèmes dans les mois à venir, on ne le souhaite pas. Mais il faut toujours prévenir et c'est la raison pour laquelle je vous dis que cette année, ce ne sera pas une année facile. Bien qu'au niveau du point de vue céréales, maïs, mil, on a fait quelques rendements qui sont en fait plus ou moins satisfaisants. Mais dans l'ensemble, vous savez que ces cultures céréalières, ils viennent après l'arachide. L'arachide qui occupe peut-être plus de 60 voire 70% des terres arables. Par conséquent, aujourd'hui, on se rend compte de la nécessité qu'il y a, en tout cas pour l'État du Sénégal, d'accompagner les producteurs pour qu'on puisse moderniser, intensifier l'agriculture. En quoi faisant? En réalisant des fermes agricoles intégrées, où il y aura également aussi bien des productions végétales qu'animales pour occuper non seulement les populations en toute saison, mais faire de sorte aussi que la souveraineté alimentaire là dont on parle, qui est aujourd'hui un slogan et dont même le ministère de l'Agriculture porte son nom, puisse se traduire des réalisations concrètes au bénéfice des populations sénégalaises et redresser également l'économie sénégalaise. Par conséquent, je vous parlais tout de suite en wolof de l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, l'ex-plan REVA, qui est aujourd'hui a fait une expérience de plus d'une décennie avec une réalisation de plus de 700 fermes au niveau du Sénégal. Rien que cette agence-là, aujourd'hui, dans la nouvelle dynamique, pouvait permettre à l'État du Sénégal d'insérer beaucoup de jeunes et donner des réponses concrètes aux problèmes que se pose aujourd'hui cette population. Parce que vous voyez les fléaux qu'il y a aujourd'hui. Même ce matin, j'ai entendu au niveau de votre radio Alfayda, au passage, je vous encourage et vous félicite. Vous parlez en tout cas de l'exode des jeunes. Mais la réalité est que si on ne fait pas quelque chose au niveau du Sénégal pour retenir les jeunes, ils seront dans l'obligation de quitter, voir d'autres horizons. Et malgré les centaines de milliards injectés dans le circuit agricole, les problèmes demeurent toujours et pour y remédier, l'État du Sénégal doit changer de paradigme selon Mamadou Khady Niass Disega. Il est toujours au micro de Cheikh Tidjane. L'État aujourd'hui se doit en tout cas de prendre les choses en main pour voir comment aider le secteur agricole parce qu'on a toujours mis des milliards. Dire aujourd'hui que l'État n'a jamais fait, ce serait en tout cas une erreur grave parce que chaque année on met des milliards. Mais où passent ces milliards? C'est que ces milliards-là sont très mal gérés. Je viens de vous le dire en wolof. Si cet État-là qui vient en tout cas de faire moins d'un an, dès les débuts, on paye 43 milliards à des opérateurs qui, en fait, mettent chaque année à la disposition des producteurs des semences non seulement tout venant, qui ont de niveaux faibles, qui aujourd'hui font que, à la récolte, les gens, en tout cas, n'arrivent pas à avoir des rendements qui puissent leur permettre de faire face aux besoins de première nécessité. Ça pose problème parce qu'aujourd'hui,
l'État se doit d'intervenir aussi bien en amont qu'en aval et dans le processus de production. Je dis l'État, mais l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, avec la nouvelle formulation des coopératives agricoles, j'ai l'espoir que ces coopératives-là seront professionnalisées au point que désormais, les producteurs vont prendre leur destinée en main. Mais il y a beaucoup d'intermédiaires dans ce secteur. Parlons de la campagne précédente. Il y a 100 milliards qui ont été mis par Macky Sall. Mais le ministre à qui on a confié, en tout cas, l'agriculture, il n'a même pas terminé la campagne. Il a arrêté en pleine saison. Ça, on ne le voit qu'au Sénégal. On vous donne 100 milliards en tant que ministre pour, en tout cas, réaliser une campagne agricole. Et en pleine campagne, vous démissionnez comme ça, sans même rendre compte. La raison pour laquelle je dis aujourd'hui que ces autorités-là qui disent qu'il faut, en tout cas, davantage faire des investigations pour voir comment se porte cette économie, ils ont plus que raison. Mais ils doivent le faire avec lucidité. Parce qu'il y a problème. Mais comme je dis aussi, cette année, ça a été un peu la même chose. Parce qu'il y a des milliards qui ont été en tout cas débloqués et le résultat ne suit pas. Maintenant donc, il faudrait qu'on sache nécessairement le paradigme. En quoi faisant, faire de sorte qu'on puisse partout au niveau du Sénégal, dans la vallée, le problème ne se pose pas, il y a le fleuve. Là, peut-être, c'est le coût des aménagements qui pose problème. Mais ici, par exemple, dans le bassin arachidier où loge en tout cas l'essentiel de la population rurale, il faudrait nécessairement qu'on sache des méthodes en réalisant des infrastructures hydro-agricoles. À l'instant, l'ingénieur agricole Mamadou Khadi Niasdi Sega qui réagissait au micro de Cheikh Tidjane Diagne. Le coordonnateur du projet de développement de la chaîne de Valorise était dans le sud du pays avec la Banque islamique de développement et le fonds RLF pour vérifier l'impact du projet auprès des bénéficiaires. Wali Diouf au micro de Babacar Diouf. Nous venons de boucler 3 jours de visite de la région de Ziguinchor à la région de Kolda en passant par la région de Sédhiou pour voir avec une mission envoyée par la Banque islamique de développement et le fonds LLF pour vérifier l'impact du projet auprès des bénéficiaires, mais également recueillir l'impression des bénéficiaires au niveau de leur zone. Au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons pu constater beaucoup d'avancées au niveau de la production de semences de riz, au niveau de l'ISRA, que nous appuyons très fortement pour faciliter sa production de semences pré-base. Nous avons été aussi sur le terrain pour voir l'utilisation de ces semences par les producteurs et voir un peu la hausse des rendements obtenus grâce justement à cette amélioration ou à cette disponibilité de semences pré-base. Nous avons été à Sédhiou où nous sommes en train de réhabiliter, mais une réhabilitation totale de la station CFA. C'est un gros financement qui est en cours où nous allons réhabiliter les maisons des chercheurs parce que l'ISRA va y redéployer encore des chercheurs. C'est un centre que je rappelle qui est fermé depuis le début des années 1980. Mais comme l'État souhaite véritablement être souverain en matière alimentaire, et pour être souverain en matière alimentaire, il faut d'abord être souverain en matière de semences. Et pour être souverain en matière de semences, il faut que le centre de recherche ait la capacité justement de produire ce qu'on appelle les semences pré-base. C'est les semences mères. Voilà pourquoi il est important, il est indispensable d'appuyer l'ISRA dans ce sens-là. Nous sommes à Kolda pour voir aussi l'utilisation justement de ces semences-là, produites soit au niveau de ISRA que nous appuyons, soit au niveau d'Africa Rice que nous appuyons. Et nous avons vu effectivement l'utilisation qui en est faite par autant des organisations féminines que par des chefs religieux. Et je pense que tous les acteurs sont extrêmement contents de disposer de ces semences-là parce que ça leur procure des revenus. Mais nous découvrons aussi qu'au-delà de la disponibilité de ces semences pré-base, c'est des gens qui aujourd'hui parviennent à être autosuffisants en riz. Je pense que c'est justement cela qui permettra globalement d'aller vers l'autosuffisance en riz dans ce pays. Une visite de 72 heures, le directeur du centre de triage des semences de la CEDAP, Omar Boiro, et les partenaires du projet se sont ensuite rendus dans la ferme de Djida Marietou, dans la commune de Sarabiji. Nous sommes là en visite avec le partenaire projet PDCVR, CEDAP et le PNAR. Donc nous sommes dans la ferme semencière de Djida Marietou, dans la commune de Sarabiji. Dans cette ferme-là, la CEDAP est en contrat avec le GIE Kaural Remobe Audi Maroc. Donc ce contrat qui nous conduit à produire des semences mères, les bases. Nous, la CEDAP, on acquiert les pré-bases en partenariat avec le PDCVR qui nous aide à obtenir ces pré-bases-là au niveau des Africa Rice et ISRA. Donc quand on acquiert ces pré-bases-là, on vient les donner au GIE qui est logé dans la ferme. Donc ce GIE logé dans la ferme, il y a plusieurs producteurs venant des différents villages de la commune qui se réunissent ici. On est en contrat avec eux et ils nous produisent des bases. Quand on leur donne des pré-bases, ils nous produisent des bases. Et on rachète ces bases-là pour encore certifier et redistribuer, aller en R1. C'est comme ça que ce partenariat-là se déroule ici. C'est un GIE composé de 45 membres, dont 30 femmes et 15 hommes. Et dans ces femmes-là, il y a des jeunes filles. Et dans ces hommes-là aussi, il y a des jeunes. Donc qui sont intégrés dans la riziculture parce qu'ils ont vu le partenariat est très important
important, ils s'y voient dans ce partenariat-là. Après la récolte, quand ils commercialisent, ils ont par parcelle élémentaire de 0,12, vous pouvez avoir un producteur qui vous fait 200 000 francs dans une parcelle élémentaire de 0,12 hectares. Donc c'est pas négligeable. 200 000 francs, dans ces 200 000 francs-là, vous voyez les dames, elles vont réinvestir ces 200 000 francs-là, acheter des chèvres, acheter des moutons, acheter des poulets et élever. Ils font de l'élevage local. Donc avec ça, elles y voient quand même dans ce partenariat-là un intérêt vraiment très grand. À l'instant, le directeur du centre de triage des semences de la SEDAB, Oumar Bouaro. Le plan Diomaye pour la Casamance constitue une bonne nouvelle pour les populations de la Casamance. Cependant, la répartition de l'enveloppe financière est inéquitable, a fait savoir Mamadou Malo Diallo, responsable politique de l'opposition, au micro de Papa Kadjele Badji. Nous sommes là pour dénoncer ce que nous appelons dans ce plan Diomaye président une injustice envers la région de Kolda et les Koldois. Nous saluons tout d'abord l'esprit et l'engagement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport à la Casamance et nous saluons l'idée de ce plan Diomaye pour la Casamance, mais ce que nous dénonçons dans ce plan, c'est la discrimination autour de la répartition des 20 milliards alloués à ce plan. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui la région de Kolda, qui est 2 fois plus grande que la région de Ziguinchor en superficie, et que la région de Kolda, qui fait 900 000 habitants, et que la région de Ziguinchor est 600 000 habitants, la région de Sédhiou 500 000 habitants. On ne comprend pas dans ces 20 milliards, avec la région de Kolda qui a tous ces index rouges, avec un département de Médina Yoro-Foulah, le département le plus enclavé du monde. Comment dans ce plan de Diomaye président de 20 milliards, on peut attribuer à la région de Kolda 3 milliards qui fait 900 000 habitants, et la région de Ziguinchor plus de 10 milliards qui fait 600 000 habitants, et la région de Sédhiou qui fait 500 000 habitants qu'on alloue 7 milliards. Nous appelons au président de la République de revoir sa copie par rapport au plan Diomaye pour la Casamance pour redonner Kolda sa position de priorité et sa position de surpriorité. Nous savons tous qu'aujourd'hui, Kolda reste l'une des surpriorités en matière de développement, en matière d'assainissement, en matière d'assistance sociale de la part de l'État. Kolda reste une surpriorité. Surtout avec son département le plus enclavé du monde. Monsieur le Président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, revoyez votre copie, revoyez votre plan Diomaye pour la Casamance. Kolda n'est pas bien servi, Kolda n'est pas bien entendu. Et nous disons non, parce que vous avez parlé du Djoubal Djoubanti. C'est pas à cette époque que aujourd'hui Kolda va être plus enterré. À l'instant, Mamadou Malado Diallo, responsable politique de l'opposition, qui réagissait au micro de Papa Kadjeli Badji. À Kolda, la nomination de Aoua Bokarli Fall au niveau du Sénéra est loin de faire l'unanimité au sein des militants de PASTEF. Suivons le reportage d'Abdou Khoudos Bari. La nomination de Dr Awa Bokarli Tal au niveau du Sénéra a suscité l'ire des militants de PASTEF ces derniers jours. À Kolda, chacun y va de son commentaire. Du côté des citoyens lambda, c'est le cas d'Abdoulaye Seydi qui pense que les gens ne doivent pas confondre le militantisme et l'intérêt général. On ne doit pas prendre le contre-pied du décret du président de la République. Moi, en tant que citoyen sénégalais, ce que je peux dire par rapport à ça, surtout au niveau des militants de PASTEF, c'est de dire que nous sommes des Sénégalais. Tout compte fait, quel que soit, nous sommes des Sénégalais. Si nous voulons que le Sénégal développe, on ne doit pas choisir certaines personnes pour dire que c'est à eux de développer le Sénégal. Je pense que le développement du Sénégal dépend de tout un chacun de nous, des citoyens. Le président, quand il choisit une personne, ce n'est pas les militants d'un parti de dire non au président. Le président est élu par les Sénégalais. Il n'est pas élu seulement par les militants de PASTEF. Il faut qu'il sache ça. Si le président choisit un de nous, un Sénégalais, c'est parmi des milliers de Sénégalais, il choisit une personne ou bien quelqu'un qui mérite ce poste-là. Nous, ce que nous devons faire, c'est de saluer ce que le président a fait. Et j'ai suivi aussi le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui essaie de recadrer ses militants pour les dire que, attention, on ne doit pas vraiment menacer un président de la République. Un autre citoyen du nom d'Abdoulaye Tal n'est pas d'accord sur cette nomination et pense que le parti PASTEF ne manque pas de cadre pour gérer ce poste. On s'est battu pour le là. Au moment où Abogali avec des milliards de Macky Sall, il n'est pas juste, il n'est pas correct. Et ça vraiment on déplore. Personnellement, je déplore moi, personnellement. Parce qu'il y a des femmes compétentes et des hommes compétents. Très nombreux d'ailleurs. Abogali n'est pas meilleur que ces gens-là. On peut partout. À Dakar, à Saint-Louis, à Kolda, on peut partout. Il y a des cadres par rapport à ça. Pas une question. C'est des gens qui ont entendu parler seulement. Mais c'est pas correct, pas correct. Il n'est pas correct. Un autre élève au lycée Alpha Mor
Molo Baldé, pour lui, c'est anormal cette nomination. Apéro est opposé avec PASTEF. Maintenant, quelqu'un ne peut pas quitter Apéro et venir à PASTEF. Ouais, c'est impossible, les partis ne sont pas les mêmes. Maintenant, si on voit, durant les sièges passés, le PASTEF et l'Apéro, comment il était, ça je dis peut-être, je ne suis pas d'accord. Pour le moment, cette nomination est loin de faire l'unanimité et continue à grincer des dents. Actualité internationale. Sur l'international au Tchad, suite à l'attaque survenue mercredi contre la présidence de la République, le président Mahamat Idriss Déby a réagi présentant ses condoléances aux familles des victimes. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Tchad, un peu plus de 24 heures après l'attaque contre son palais à N'Djamena, le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est exprimé jeudi soir pour rendre hommage à ces soldats qui ont neutralisé les individus mal intentionnés venus selon lui le vitrifier. Pour couper court aux rumeurs, alors que certaines voix de l'opposition ont dénoncé un montage du pouvoir, les autorités ont fait diffuser jeudi soir à la télévision publique nationale les images enregistrées par les caméras de surveillance à l'entrée du palais présidentiel où l'on voit plus d'une dizaine d'hommes déferler et tabasser violemment 2 éléments de la garde présidentielle. Le calme est revenu dès le début de la matinée jeudi dans la capitale tchadienne au lendemain de cet assaut au motif encore flou où 18 assaillants et 2 militaires qui gardaient le palais ont été tués selon le dernier bilan des autorités. Les 6 autres assaillants ont eux été blessés. Actualité internationale. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré hier jeudi lors d'une conférence de presse que les combats ne pourront cesser dans l'est de la RDC tant que les FDLR ne seront pas éliminés. Il a dit espérer que le changement d'administration en cours aux États-Unis apportera une nouvelle approche à la situation dans la région des Grands Lacs. Actualité internationale. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a achevé jeudi sa traditionnelle tournée africaine de début d'année par le Nigeria où il s'est entretenu avec son homologue ainsi qu'avec le président nigérien Bola Ahmed Tinubu. Wang Yi a entamé le 6 janvier une tournée africaine de quelques jours qu'il a aussi conduit en Namibie, au Congo et au Tchad. Pékin est le premier partenaire commercial du continent africain avec 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux au premier semestre 2024 selon les médias officiels chinois. Le géant asiatique a envoyé des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique et gagné un accès privilégié à ces vastes ressources naturelles comme le cuivre, l'or et le lithium. Actualité internationale. Le Bénin a de nouveau subi une attaque terroriste mercredi à sa frontière avec le Niger et le Burkina Faso. 28 militaires ont été tués dans un contexte d'intensification des attaques djihadistes dans la région. Actualité internationale. Les avocats de l'épouse et du fils de l'ex-président du Gabon, Sylvia et Noureddine Bongo, ont de nouveau dénoncé les conditions de détention de leurs clients. Ils affirment avoir constaté des marques de torture sur le fils de M. Bongo, renversé par un coup d'État en août 2023. Eric Manirakiza. Actualité internationale. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro doit prêter serment ce vendredi à Caracas pour un nouveau mandat après des mois de tension suscités par sa réélection contestée par l'opposition. Hier, la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, dont l'équipe avait dénoncé l'arrestation après une manifestation anti-Maduro, a été libérée après avoir été amenée de force, puis relâchée selon son équipe, une version démentie par le gouvernement qui parle de mensonges et nie l'avoir arrêté. Les autorités vénézuéliennes ont promis une récompense de $100,000 pour l'arrestation de l'opposant Edmundo González Urrutia, qui s'est exilé après avoir revendiqué la victoire à la présidentielle. Et sport. – 12h33 à la plage de Djamala, une page sportive que nous ouvrons avec la seconde victoire des Lions de Beach Soccer face aux Émirats Arabes Unis hier 4-2 en vue de la préparation du mondial qui se tiendra aux Seychelles du 1er au 11 mai 2025. Mercato à présent, l'étoile rouge de Belgrade ferme la porte en départ de Sheriff Ndiaye dans le viseur du stade de Reims. 17e journée Ligue 1 en France ce soir. Nantes reçoit Monaco à 17h. Auxerre joue Lille à 20h05. 19e journée Liga espagnole. Rayo Vallecano reçoit Celta Vigo. 16e journée de la Bundesliga. Borussia Dortmund reçoit Bayer Leverkusen. 20e journée Calcio italien. Lazio de Rome reçoit Como à 19h45. Hier, demi-finale Supercoupe d'Espagne. Le Real de Madrid
rejoint le Barça en finale. 14e journée Saudi Pro. Al-Fatir a été battu hier par Al-Wahda sur le score de 2-1. Al-Riyad et Khalid GFC ont fait match nul 2 buts partout. Al-Nasr bat Al-Okhod 3-1 avec un doublé de Sadio Mané. Ce soir, Al-Etifaq reçoit Al-Kholout à 14h40. Al-Raïd reçoit Damak FC à 15h05. Et Al-Ahli reçoit Al-Shabab à 17h. Lutte pour terminer, le directeur général de la SOGIP, Dambodj, a opposé une fin de non-recevoir à la demande de Aziz Ndiaye qui ambitionnait d'organiser le combat Balagaï de Site au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. 12h35 tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place le soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 43 par Naïfatou Sissé. La détermination affichée de la première dame pour prendre bien soin de l'éducation inclusive des filles à la une de plusieurs journaux sénégalais parus ce matin. La première dame s'engage, titre respectivement Sud Quotidien et le Grand Panel. Une promesse faite lors de la journée nationale de l'éducation des filles, renseigne le quotidien Scoop. Et à ce propos, l'Indépendant qui revient sur le plaidoyer de Marikhone de souligner que la première dame a rappelé hier l'importance de l'éducation des filles dans la construction d'un avenir meilleur. Elle promet, dit le verdict, d'être le porte-étendard de l'accès et du maintien des filles à l'école. La première dame tient son projet. Résume point actu. Projection fantaisiste contre performance des finances, manque de transparence de la loi des finances, politisation à outrance de l'administration, écrit l'AS, qui a sa une de noter, je cite, que la méthode Sonko Diomaye inquiète 2500 employés, masse salariale de 30 milliards francs CFA, agents fictifs, clients politiques et familles entières casées. Au port de Dakar, le DG Wal Diouf à la une du quotidien Yor explique comment le lieu est tombé de son piédestal. La cherté des billets d'avion et des taxes aéroportuaires au cœur des préoccupations. Le titre barre la une du quotidien Subatel qui s'intéresse ce matin à la destination Sénégal. À la une de l'Informateur, le journal qui met le focus sur ce qu'il appelle l'opération Djubbanti dans le secteur des transports, ainsi que le moteur de relever les contre-coups. Et pour cause, écrit le journal réfractaire à la formalisation, les Jakartamens troublent l'ordre public. Plusieurs manifestations notées à Saint-Louis et à Kaolack avec des pneus incendiés terminent à ce propos la publication. Karim Wade, icône des rendez-vous manqués. À l'épreuve du projet, le titre barre la une du quotidien 5/5 qui s'intéresse ce matin à l'avenir du PDS, tout en s'interrogeant en se demandant si l'héritage du père, en l'occurrence Abdoulaye Wade, le pape du Sopi, ne serait-il pas trop lourd pour le fils Karim. D'autre part, le journal pointe du doigt les 136 milliards de la CREI. Et puis sur un tout autre registre, la Tribune qui liste ce matin les conséquences de la récolte catastrophique d'arachide attire l'attention sur une mauvaise campagne agricole qui amplifie l'exode rural. Recrudescence des conflits entre bergers et cultivateurs, un mot à Amdallah annonce ce matin Antenne Quotidien qui rappelle que 2 jours auparavant, un autre conflit similaire s'était produit dans le village de Djunto dans la commune de Idemourid, faisant 2 blessés graves suite à une altercation entre cultivateurs et bergers. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Haj Libas Mbaye qui a assuré la partie technique. La rédaction chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera Wolof avec Mariam Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Journée nationale de l'éducation des filles au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le ministre de l'Éducation nationale déclare qu'il n'existe pas d'outil plus puissant que l'éducation, en particulier pour celle des filles, pour transformer en profondeur une société et bâtir un avenir équitable. Régulation des motos Jakarta à Kaolack. Le consultant et formateur de la sécurité routière, Amadou Diouf, oriente les acteurs à aller vers l'information pour disposer de tous les aspects. Situation de la campagne agricole. L'ingénieur agricole Mamadou Khadignas d'Issega. Il faut mobiliser les efforts conjoints des acteurs afin de transformer le paysage agricole pour une agriculture durable et résiliente. Sur l'international au Tchad, suite à l'attaque survenue contre la présidence de la République,
Le président Mahamat Idriss Déby a réagi présentant ses condoléances aux familles des victimes. La page sportive et la revue des quotidiens ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.